Mesdames, Messieurs, bonjour. Bonjour, chers amis. Bonjour, chers frères et sœurs. Bonjour, Simon Florentin. Merci pour ton abonnement à notre chaîne. C'est très gentil. Bonjour à tous nos frères qui vivent partis sur le continent africain et qui sont des fidèles abonnés de notre chaîne, d'après ce que nous disent Facebook et YouTube. Ceux qui vivent en Europe, en France, en Belgique, en Grande-Bretagne, en Allemagne, ceux qui vivent en Amérique du Nord, aux États-Unis, au Canada, mais aussi beaucoup ceux qui vivent en Afrique de l'Ouest, au Sénégal, en Côte d'Ivoire, au Burkina, au Mali, au Niger, au Togo, ceux qui vivent en Afrique centrale, au Cameroun, au Gabon, en République centrafricaine, au Congo, au Congo, Kinshasa, voilà, et dans plusieurs autres pays, en Afrique du Sud aussi. Donc, nous vous remercions, ceux qui vivent au Moyen-Orient, qui sont des abonnés de notre chaîne, nous vous remercions beaucoup. Bonjour Herman. Donc, aidez-nous à partager, partager à partir de YouTube surtout. Mettez un like, ça permet aux algorithmes de YouTube de faire que notre présentation ne soit pas perturbée par des coupures intempestives. Ce sont les algorithmes, c'est comme ça que ça fonctionne. Bonjour Boubacar. Donc, merci à tous ceux qui se joignent à nous pour suivre cette présentation. Je rappelle, je fais un petit emphase pour dire que voilà, on est très content de clin d'œil que nous a fait le chef de l'État du Burkina Faso. Et je ferai une présentation au cours de la semaine pour pouvoir le remercier de ce clin d'œil-là. C'est vraiment gentil. Et ce sera une invitation qui va appeler les gens à investir, à réaliser les choses là-bas. Donc, on va organiser des missions qui seront conduites dans les pays de l'AES pour inviter les gens à investir. La deuxième chose que je voulais dire aussi, c'est qu'on va commencer les présentations sur le wealth management. Je pense que ce que on risque de faire, c'est de faire des présentations. On va voir. Mais on va faire des présentations sur le wealth management. L'endroit le mieux indiqué pour suivre ces présentations sur le wealth management, ce sera notre chaîne YouTube. Notre chaîne YouTube est Élisée Yonta. Voilà. Donc, bonjour Roger. Bonjour, merci pour tes encouragements. Je voudrais aujourd'hui parler de la décision de Joel Embiid, qui est un basketteur naturalisé américain d'origine camerounaise, de jouer pour Team USA, donc pour l'équipe américaine de basket. Je pense que ça a fait l'objet d'une grande polémique. Beaucoup de choses ont été dites. Je pense que le pauvre Embiid aussi, c'était dans un contexte où il ne pouvait pas tout dire et il a essayé de se débattre comme il a pu. Je rappelle aussi que je ne parle pas à son nom, mais je connais bien la NBA. Je connais bien la NBA. J'ai des amis basketteurs. J'ai des alumni de notre université qui sont directeurs des opérations des équipes franchises NBA ici, qui sont des vice-présidents NBA, qui sont des hommes d'affaires et qui sont des actionnaires de clubs de basketball. Donc, quand il y a des réunions des alumni là, sur la péniche, au bord du lac Michigan, entre la nourriture et le bavardage, donc on leur pose des questions sur comment ça fonctionne un club NBA, qu'est-ce que la NBA, comment ils y sont arrivés pour être investis dans le basket, est-ce que ça rapporte vraiment, quel est l'objectif recherché. Donc, à partir des échanges qu'on a souvent, je pense qu'on est fondé à pouvoir dire à peu près, expliquer à peu près pour que les gens comprennent. Voilà. Et puis, il y a une chose qu'il faut dire tout de suite. Joel Embiid n'est pas anti-français. Pas du tout, comme j'ai lu. Là, ouais, Joel Embiid n'est pas anti-français du tout. Et il n'est pas non plus non-patriote camerounais. C'est un patriote camerounais. C'est quelqu'un qui aime son pays. C'est quelqu'un qui aime la France, comme il a dit d'ailleurs, parce qu'il sait très bien que voilà, il va passer ses vacances en France. D'abord, il faut que j'explique ce qu'est la NBA. Donc, Embiid, par exemple, joue dans une franchise NBA qui sont les Sixers de Philadelphie, je crois. Et donc, c'est une franchise NBA. Et il a été MVP
depuis la saison, je crois, 2023, je crois, non? 2023. Donc, d'abord, il faut que j'explique ce que c'est que la NBA. La NBA, le sigle NBA veut dire National Basket Association. National Basket Association. Donc, c'est tout le temps. Partagez et mettez des likes. Vous partagez, vous mettez des likes si vous ne voulez pas que ça plante. Sinon, ça va faire ça tout le temps et ça va être désagréable. Alex Steve Chuta dit qu'il ne trouve pas normal qu'un Camerounais ne soit pas anti-français. Ça, c'est ton point de vue. Je veux dire qu'il ne peut pas être basketteur et être anti-français dans ses propos et dans sa démarche. Voilà. Et je vais y arriver. Il s'est exprimé. Il a dit, quand il a refusé de jouer à l'équipe de France, il a eu d'un chef d'État à un particulier. Moi, cela m'est déjà arrivé. Pas qu'un seul. Et d'ailleurs, Emmanuel Macron, je l'ai déjà écrit plusieurs fois. Et plusieurs fois, il m'a répondu. Donc, ça ne se passe pas comme ça. Donc, il a répondu, il a dit ce qu'il a dit au président français. Donc, il permet de faire la distinction entre est-ce qu'il est anti-français. Et Mbi n'a rien contre le peuple de France. Il désapprouve peut-être la politique, les décisions prises par les gens qui dirigent la France en Afrique. Mais quand tu as dit France, ce n'est pas le cas. Donc voilà. Donc donnez-nous un coup de main pour partager, s'il vous plaît. Ce que je voulais dire, la NBA, c'est la National Basketball Association. Ce n'est pas une fédération comme nous avons les fédérations dans notre pays. La National Basketball Association est une entreprise privée. C'est une entreprise avec des actionnaires. Je ne sais même pas, je crois savoir qu'elle doit être cotée en bourse. Mais si vous regardez, vous tapez sur Google, NBA et Public Company, allez voir tout de suite. Donc, c'est une entreprise privée. C'est une entreprise parce qu'il y a une loi aux États-Unis. Je n'ai pas eu le temps de fouiller la loi, mais. Et cette loi fait partie du code de ARS, donc l'administration Internal Service Revenue, Internal Revenue Service, donc la direction des impôts aux États-Unis. Et cette loi permet à une entreprise, un entrepreneur, à la tête d'un groupe d'entreprises, une fois qu'il a déclaré tous ses impôts, ou des entreprises ou des entrepreneurs, une fois qu'il a déclaré tous ses impôts, s'il reverse une quotité des impôts dus à l'État, il peut déduire ses impôts, il peut déduire le montant de ses... S'il reverse une quotité des impôts dus à l'État dans une franchise NBA, il peut déduire cet argent. J'explique ce que c'est qu'une franchise. La NBA, c'est une association de franchise. Donc, la NBA, en quelque sorte, délivre l'autorisation à délivre des franchises. Par exemple, Chicago Bulls, c'est une franchise de la NBA. Demain matin, Chicago Bulls peut se voir retirer la franchise Chicago Bulls et devenir un club ordinaire. Ça peut changer de nom et s'appeler Sky Basketball Club, etc., etc. Donc, ce sont des franchises. Donc, quand les clubs se créent, les clubs sont propriétaires d'un aréna de basket, elles sont propriétaires des centres d'entraînement, elles ont des boutiques, elles ont des magasins, ce sont des entreprises, hein? C'est-à-dire qu'avec un directeur marketing, un directeur des opérations commerciales, un directeur des ventes, donc director of sales, director of operations, director of marketing, etc., etc. Director of security and safety, ils ont plusieurs directeurs, plusieurs départements, département de la sécurité, département des ventes, dont la billetterie, les produits dérivés, les outlets. Ça veut dire que quand vous entrez dans un aréna de basket, vous avez des restaurants où on vend la nourriture, etc., etc. Dans tous ces endroits-là, et comme on dit en anglais, every single dime is recorded. Ça veut dire que le moindre centime est comptabilisé dans les revenus de la franchise de basket. Donc, ils détiennent des restaurants, ils détiennent des boutiques, ils détiennent des salles de gym. La seule chose qui n'est pas payante là-dedans, généralement, ce sont les toilettes. Donc, la publicité, ils détiennent une régie commerciale, une régie publicitaire, etc., etc. Donc, les clubs sont des entreprises. Quand les entreprises sont formées avec des actionnaires, les entreprises vont maintenant vers la NBA pour recevoir une franchise.
Donc, la franchise, ça veut dire que les entreprises reversent une partie des revenus qu'ils font au niveau de la NBA, donc de la National Basketball Association. Alors, comment les clubs NBA se financent? D'abord, première chose, comme je vous ai dit, il y a une loi aux États-Unis qui fait partie du tax code, donc du code des impôts, qui permet à tout entrepreneur ou entreprise qui donne de l'argent à la NBA parce qu'elle est déclarée d'utilité publique aux associations, aux franchises à NBA, de le déduire de ses impôts. Donc, généralement, les propriétaires de ces clubs, ce sont non des grands milliardaires qui vont calculer en disant, bon, chaque année, moi et toutes mes entreprises, nous devons reverser 5 milliards d'impôts à l'État. Au lieu de verser 5 milliards d'impôts à l'État, nous allons faire nos calculs rapidement. Au lieu de reverser 5 milliards d'impôts à l'État, nous allons reverser peut-être, au lieu de reverser 5 milliards d'impôts à l'État, nous allons peut-être investir dans un club de basketball qui va nous permettre de déduire, généralement la déduction est limitée. Si la déduction est de 1 tiers, ça va nous permettre de déduire 1,5% de 1 milliard 500 millions ou 600 millions de francs. Non, ils vont reverser ça. Ça fait partie des revenus, donc un apport en capital, paid in capital, comme on dit, que les actionnaires reversent et ils peuvent déduire ça de leurs impôts selon les normes de chapter, je ne sais pas combien, de Internal Code. Et deuxième chose, donc, ils ont les produits dérivés. Donc, les produits dérivés, c'est tous les t-shirts, les shorts, il y a plein d'articles quand vous entrez dans une boutique d'une franchise NBA. Troisième chose, ce sont la publicité. Donc, quand vous allez dans un aréna de basket, il y a d'abord l'aréna de basket leur appartient et ils louent l'aréna de basket pour des concerts, des événements publics qui leur apportent de l'argent. C'est pour ça qu'ils ont ce qu'on appelle un director of operation, un director of sales, c'est le directeur des opérations qui est en charge de faire des contrats pour l'aréna de basket, pour des concerts de musique, etc., etc. Et il y a un director of operation, donnez-moi une minute que je bloque. Voilà, donc il y a un director of operation donc, qui est en charge de ça. Ensuite, vous avez un directeur de marketing, donc vous avez un directeur des ventes qui s'occupe de la billetterie, donc la billetterie qui fonctionne et la billetterie revient au club. Vous avez le parking. Quand vous arrivez dans une arène de basket, vous avez le parking. Ceux qui connaissent bien, d'abord, une bonne partie de leurs revenus provient souvent des parkings parce que les jours de match, il faut se garer. C'est marrant parce que ça coûte vraiment cher. Il y a des jours pour se garer, c'est 100 $. Hein. Pour se garer son véhicule, c'est 100 $ et les gars, ils ont 10 000 places dans un parking, 20 000 places des fois. Une arène de basket qui fait 50 000 places, il y a 25 000 places de parking, calculé à 100 $. Il y a même des places à 200 $ de parking. Parfois, 100 $, c'est quand vous montez très haut, très haut, très haut là. Celui qui se garer en bas, c'est 500 $ et les zones où il a le ticket, c'est 2 000 $. Pour venir voir un match comme ça, il faut prévoir 3 000 $. Donc, comprenez que ça brasse de l'argent pendant la saison régulière, surtout pendant les playoffs, etc., etc. Ils ont des contrats de sponsoring avec les équipementiers. Ils ont beaucoup de sources de revenus. Et la dernière source de revenus, c'est les droits de retransmission. Donc, les droits de retransmission, ça, c'est la NBA qui gère ça, hein, avec des télévisions. Donc, il y a les droits de retransmission en direct. Il y a les équipes qui ne peuvent pas transmettre le match en direct. Des télévisions ne peuvent pas transmettre en direct. Il y a des droits de retransmission en direct. Il y a des droits de retransmission en différé. Hein, il y a des droits de retransmission en différé. Il y a les droits de reprise, etc., etc. Il y a plein de choses. Il y a les émissions. Il y a la NBA, par exemple, organise des tournois d'exhibition à l'étranger. C'est payant. Si la NBA va organiser un tournoi de basketball au Brésil, ce n'est pas le Brésil, la NBA qui paye, c'est le Brésil qui paye pour accueillir le tournoi. Et la NBA arrive avec ses stars, tout est dans les contrats, hein, avec les équipes, etc., etc. Et il y a une redistribution. Donc, c'est comme ça, c'est ça le business model des franchises. Et c'est ça le business model de la NBA. Donc, la NBA a ses sources de revenus. Et avec une partie de ses revenus, dont la NBA développe le basketball pour que le basketball continue à grandir. Donc, je dis ça pour ceux qui n'ont pas encore fait un pitch. Ce qu'on appelle un pitch, c'est quand vous êtes devant les investisseurs aux États-Unis pour pouvoir vendre un projet.
il y a ce qu'on appelle un pitch. Ça veut dire que vous devez, quand vous arrivez devant les investisseurs aux États-Unis et que vous devez faire un pitch, vous devez, comment on dit ça? Vous devez convaincre l'investisseur de mettre l'argent dans votre projet. Et généralement, il y a une question qui revient toujours de la part des investisseurs. C'est how do you grow your business? 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 La question revient toujours. Toujours, toujours, toujours. How do you grow your business? Comment est-ce que vous développez votre entreprise? Comment est-ce que vous développez? Comment est-ce que vous faites la croissance? On dirait en français l'expansion de votre entreprise. Is it internal grow or external grow? And which tool do you use to grow your business? Est-ce que c'est une croissance interne? Est-ce que c'est une croissance externe? Qu'est-ce que vous utilisez pour faire grandir votre business? Ça, c'est des choses qu'il faut comprendre pour arriver à comprendre la décision de Joel Embiid. Donc, la croissance interne, ça veut dire, est-ce que vous augmentez le nombre de franchises, par exemple, pour la NBA? Est-ce que vous augmentez le nombre de matchs, par exemple, pour la NBA? Est-ce que vous augmentez le nombre de tournois ou est-ce que, par exemple, vous permettez qu'il y ait la diffusion, comme par exemple, on va avoir la diffusion bientôt sur des canaux comme Netflix, Amazon, TV, etc., etc. Comment est-ce que vous entendez augmenter vos revenus? Donc, comment est-ce que vous diversifiez vos sources de revenus? Ça, c'est la croissance interne, donc sur le marché domestique. La deuxième croissance, c'est la croissance externe. Donc, la croissance externe, ça veut dire comment est-ce que vous développez le business à l'étranger, hein, donc les droits de retransmission à l'étranger. Et c'est là que vous comprenez la décision de Joel Embiid, en fait, qui lui est dictée par la NBA. C'est-à-dire comment les droits de retransmission à l'étranger, comment est-ce que vous développez les droits de retransmission, parce que c'est une grosse source de droits d'argent chez la NBA. Comment est-ce que vous vendez la NBA, par exemple, en Arabie Saoudite? Ils ont signé un contrat avec une chaîne saoudienne qui permet de diffuser les matchs NBA partout dans le Moyen-Orient, par exemple. Comment est-ce que vous diffusez la NBA en Chine? Donc, c'est pour ça qu'on les avait vu faire venir Yao Ming, parce que quand Yao Ming est venu à jouer en NBA, les matchs NBA ont commencé à intéresser les Chinois. Les équipes NBA vont faire plusieurs matchs d'exhibition pendant l'intersaison en Chine. Les Chicago Bulls, les Los Angeles Lakers, surtout que les Los Angeles Lakers sont sur la côte ouest, ils voyagent plus facilement en Chine pour aller faire des matchs d'exhibition, etc., etc. Ils organisent des camps. Ils ont plusieurs sources de revenus. Il y a des grands CIO aux États-Unis qui, par exemple, font venir des joueurs comme LeBron James, Stephen Curry, Embiid, Siakam, bref, pour pouvoir jouer et motiver leurs équipes, leurs cadres, ce qu'on pourrait dire aux équipes agents de maîtrise. Et tout ça, ça fait partie de l'argent qui est reversé à la NBA et la NBA redistribue dans les équipes. Donc, la stratégie de croissance externe de la NBA, ça veut dire hors de son marché domestique, c'est vendre plus de droits de retransmission, s'associer à des équipementiers et à des sponsors de la NBA, donc les Coca-Cola, les McDonald's, etc., etc., pour développer la NBA à l'étranger. Bon. Jusqu'à présent, ceux qui voient bien, la NBA s'était développée beaucoup en Europe. Ça veut dire que ceux qui sont en France, moi j'ai grandi en France, vous aviez vu arriver à l'époque, il y avait Georges Eddy sur Canal+, qui faisait beaucoup la promo de la NBA. On montrait les matchs à l'époque où Jordan jouait au basket et faisait feu de tout flamme, à l'époque de Grand Chicago Bulls. Donc, il y avait des retransmissions de matchs parce que le marché visé, c'était la France. Après, c'était l'Allemagne. Après, c'était l'Angleterre. Ils se sont développés partout en Europe. Après, ils se sont développés en Asie. Quand vous voyez la NBA bien implantée en Chine, etc. En Inde, même si les Indiens ne sont pas des grands joueurs de basket, en Thaïlande, au Vietnam, etc. Maintenant, il y a eu des changements. La NBA commence à se développer en Afrique. La raison pour laquelle elle va sur le continent africain, c'est qu'elle s'aperçoit qu'il y a 1,5 milliard officiellement sur le continent africain, mais selon les études, on a 2 milliards d'habitants déjà sur le continent africain. 2 milliards d'habitants déjà. Bon. Et quand elle regarde le Nigeria, qui est déjà à 300 millions d'habitants, le Nigeria, déjà à 300 millions d'habitants, quand elle regarde l'Afrique du Sud, quand elle regarde le Kenya, le Rwanda, tous ces pays d'origine anglophone, Sierra Leone, Libéria, etc.,
elle s'aperçoit que là, on a déjà à peu près 800 millions d'habitants. Quand elle regarde maintenant les pays d'origine francophone, vous prenez l'AES, le Mali, le Burkina, le Niger, c'est déjà 100 millions d'habitants. Si vous prenez la RD Congo aujourd'hui, d'après certaines études, c'est déjà 150 millions d'habitants. Donc, quand vous additionnez les deux, ça fait 250 millions d'habitants. Après, vous prenez tout ce qui est Sénégal, Cameroun, Mali, vous êtes déjà rendu à 500 millions d'habitants. Donc, la NBA regarde bien que là, chez les francophones et les anglophones seulement, laissons les luxophones, les francophones et les anglophones seulement, ils ont déjà 1,2 milliard potentiels consommateurs, si je puis dire, ou personnes qui peuvent s'intéresser au basket pour le pratiquer, pour y envoyer leurs enfants le pratiquer, pour jouer, pour acheter des produits dérivés, pour regarder les matchs, etc., etc. Et là, des Africains qui vivent aux États-Unis, dont aujourd'hui on estime que, comme on dit African American, les afro-descendants et ceux qui ont immigré récemment, quand on additionne tout ça là, ça fait plusieurs dizaines de millions de personnes. Et là, au Brésil, donc en Amérique latine, à près de 200 millions d'afro-descendants. Donc, dans la Caraïbe, près de 100 millions. Donc, quand ils font des études là, ils s'aperçoivent, ils ont des départements marketing avec des marketing analystes. Un marketing analyst, c'est quelqu'un qui est chargé de faire des analyses, d'étudier. C'est-à-dire qu'on lui amène des données. La NBA achète des statistiques chez des entreprises. En France, vous avez une entreprise comme Médiamétrie, vous avez des entreprises comme Ipsos, etc., etc. Ce sont des entreprises qui vendent des informations, des données marketing, par exemple. Ils peuvent dire, bon, voilà, nous estimons en Afrique, ils peuvent calculer le nombre de personnes qui regardent la télévision, le nombre de personnes qui ont un téléphone portable avec Internet connecté, le nombre de personnes qui sont utilisateurs de WhatsApp, de Facebook, etc., etc., etc. Donc, ils ont ces données-là, statistiques. Ils achètent ces données statistiques. Ils analysent ces données statistiques. Ils font des projections. Ils regardent. Si on veut diffuser la NBA, si on va sur le canal, par exemple, de Internet sur Facebook, qu'est-ce que ça va donner? Si on va sur le canal de Internet via YouTube, qu'est-ce que ça va donner? Si on va sur le canal de télévision, qu'est-ce que ça va donner? Donc, ils font des analyses. Ils s'asseyent, ils vont rencontrer les gens de Google, donc Google qui est propriétaire de YouTube. Ils font des analyses. Google leur donne beaucoup d'informations. Je ne peux pas, il y a des choses que je ne peux pas dire ici, là. Il leur donne beaucoup d'informations, il leur donne beaucoup de données, etc., etc. Ils vont regarder les gens de Facebook, donc Meta. Et avec Meta, ils échangent. Meta va leur donner beaucoup d'informations parce que Meta collecte beaucoup de données statistiques sur les utilisateurs de Facebook en Afrique. Par exemple, Meta peut leur dire, bon, vous voyez, nous, en Afrique, on a déjà 300 millions de personnes, par exemple, aujourd'hui. Donc, vous n'avez plus besoin de dire Canal+, parce que ce n'est plus ça. Et nous, sur Meta, vous pouvez aussi bien avoir des anglo-saxons que des francophones, etc. Donc, les gens de YouTube, de Google vont leur dire, voilà, si vous diffusez par nous, c'est ça. Les gens de Netflix, etc., etc. Donc, les Américains ont développé beaucoup de canaux de diffusion de l'information, des news, comme on dit, qui aujourd'hui leur permettent de se passer des réseaux genre Canal+, comme c'était le cas dans les années 80, à la fin des années 90, quand les Georges Eddy faisaient le basket sur Canal+, il n'y avait pas les Meta, il n'y avait pas les Google, il y avait YouTube, il n'y avait pas toutes ces choses-là. Donc, ils ont développé beaucoup de canaux comme ça. Donc, ils vont travailler, ils vont regarder les chiffres, ils vont dire, YouTube, Facebook va leur dire, bon, vous savez, nous avons 500 millions de personnes qui utilisent Facebook en Afrique, nos produits. Google va leur dire, bon, vous savez, nous, en Afrique, on a 700 millions de personnes qui utilisent nos produits, etc., etc., etc. Donc, ils vont s'asseoir, ils vont rencontrer les gens de Nike. C'est ça le marketing. Donc, ils vont rencontrer les gens de Nike et ils vont dire, bon, écoutez, aujourd'hui, on peut se passer de la France de 50 millions, de 60 millions de personnes. Hein, parce que le marché africain aujourd'hui, la classe moyenne, c'est 600 millions de personnes. Les études existent aux États-Unis. American Chamber of Commerce, il y a une autre là. Si vous allez là-bas, vous pouvez lire la note. Ils estiment déjà la classe moyenne en Afrique à 600 millions. Donc, c'est 10 fois la population de la France. Je ne sais pas si je me fais comprendre bien là. Bonjour Chantal. Donc, c'est 10 fois la population de la France. Donc, quand ils font des analyses, ils voient que c'est 10 fois la population de la France. Donc, laissez Embiid, qui est MVP à NBA, qui est un produit, c'est-à-dire qu'un point d'appui, comme on dit, un point d'appui, comme on dit, aller avec la France, mais c'est une erreur qu'on ne peut pas pardonner aux États-Unis. Même le directeur de la NBA peut perdre son travail.
Ce n'est pas le Cameroun ici. Ça ne marche pas comme ça, je vous jure. Ça ne marche pas comme ça. Ils ont un network. Vous avez vu London, qui est le président de la fédération Sud-Soudan de basketball. Je suis persuadé qu'il a reçu beaucoup d'argent de la NBA pour développer l'équipe qu'il a fait. Vous avez vu les Dikeme Mutombo, avec tout ce qu'ils ont fait en RDC pour développer le basketball. Ça a sorti les Serge Ibaka. Vous avez des gars comme Mba Amouté, le Camerounais, que tout le monde connaît bien, qui a besoin, etc. Voilà, et ça, Chantal, il n'y a plus besoin d'intermédiaires. Ça ne marche pas comme ça. C'est que ils ont des études, je ne peux pas tout dire là, mais ils ont des divisions. Moi, j'ai des alumni et des anciens de l'université. Quand on se retrouve là pour manger, par exemple, dans 1 ou 2 mois, on va aller au Canada et on va redescendre sur une croisière pour arriver jusqu'ici au lac Michigan en passant par les Niagara Falls. Et ça, c'est offert par un milliardaire, un ancien d'école, qui dit, bon, voilà, ça coûte $10 000. Celui qui paye $1 000, il a enregistré, il va descendre. Donc, au cours de ces voyages-là, vous échangez avec les gens, vous discutez avec les gens, surtout les CIO, et vous comprenez bien comment ils décident. Ils ne décident pas comme les gens peuvent penser là. Donc, ils ont des études. Ils s'asseyent avec les gens de Meta, ils s'asseyent avec les gens de Google, ils s'asseyent avec les gens de Netflix, ils s'asseyent avec les gens de tous ces nouveaux réseaux de diffusion là. Ils travaillent, ils vont au Nigeria, ils regardent, ils entendent, ils travaillent, ils envoient les gens en mission, les missions d'études, les Dikeme Mutombo, qui vont sur le terrain, qui regardent. Vous avez vu des anciens de la NBA au Cameroun. Ne pensez pas qu'ils sont venus s'amuser et manger le poisson dans la rue de la joie. Ils viennent regarder, comprendre. Ils s'appuient sur leur ambassade. Ils collectent beaucoup d'informations. Et quand ils reviennent donc, ils savent déjà à travers la chambre de commerce, American Chamber of Commerce, que la classe moyenne en Afrique, c'est déjà 600 millions. La classe moyenne, ça veut dire que en France, la taille de la classe moyenne en France, c'est entre 40 millions, mais plus 37 millions. Mais la classe moyenne en Afrique, c'est 10 fois la population de la France. Je parle du continent africain. Donc les Américains, ils s'asseyent et ils regardent. Quand ils regardent ça, ils disent, bon, écoutez, l'avenir, ce n'est pas la France. L'avenir, c'est le continent africain. De un. De deux, quand ils regardent, la population africaine, elle est tellement jeune. Donc, la possibilité de pratiquer le basket, de jouer, c'est-à-dire que dans une population d'1,2 milliard, si on prend seulement les francophones et les anglophones, si vous allez là-dedans et que vous faites que les gens jouent, quelqu'un a parlé là de Manu Ball, regardez vous-même de où Manu Ball est sorti pour venir jouer en NBA. Donc, ils se comprennent bien que si, comme on dit en anglais, offshoring de training, ça veut dire que si on transfère les méthodes d'entraînement, c'est-à-dire que les salles de gym, l'alimentation, la récupération, le sommeil, les soins médicaux, le massage, etc., etc. Si on transfère ça en Afrique, on est capable de détecter beaucoup de très bons joueurs dans les camps d'entraînement, etc., etc., comme ils ont détecté les MB, comme ils ont détecté les Siankam, comme ils ont détecté les Koloko et bien d'autres, et de leur faire venir jouer en NBA. Voilà. Bon, il y a d'autres qui réussissent, mais même quand ils ne réussissent pas, ils vont jouer par exemple l'Euroleague dans des grands clubs comme le Real Madrid, le FC Barcelone, les grands clubs turcs, etc., Galatasaray, etc., etc. Donc, ça permet de développer le basketball dans le monde. Voilà comment ils raisonnent essentiellement. Voilà comment ils raisonnent. Donc, quand ils ont fini de faire ça, donc, Joel Embiid,